Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le manuscrit franciscain retrouvé, coulisses d'une enquête. Quel est cet étrange manuscrit de petite taille? Oh, c'est un livre de poche actuel, récemment acheté par la Bibliothèque nationale de France. Qui l'a écrit? D'où vient-il? Que contient-il? C'est l'occasion d'une formidable enquête actuelle et médiévale, parce que c'est certain, ce manuscrit n'est pas le second tome de la poétique d'Aristote, celui que cherche le frère Guillaume de Baskerville, le moine franciscain dans Le Nom de la Rose, le roman d'Umberto Eco. Umberto Eco qui associe à frère Guillaume le jeune disciple Azzo. Ils sont deux pour l'enquête. Non, là c'est toute une équipe de chercheurs, de chercheuses mobilisées, experts en physique, chimie, biologie, paléographie, philologie, histoire évidemment et théologie. Alors bien sûr, il y a sans doute moins de crimes, moins de tensions sexuelles à la Bibliothèque nationale que dans Le Nom de la Rose. Quoique. Mais dans les deux cas, c'est palpitant avec du suspense et des rebondissements. Nicole Berrioux, bonjour. Bonjour. Nicole Berrioux, vous êtes historienne médiéviste, professeure émérite à l'Université Lumière Lyon 2 et directrice d'études émérite à l'École pratique des hautes études. Et vous avez co-dirigé cet ouvrage, le manuscrit franciscain retrouvé. Il faut le dire parce que c'est un manuscrit médiéval, et il y en a plein dans les bibliothèques. En quoi celui-là était particulier, exceptionnel ? D'une certaine façon, vous l'avez déjà dit vous-même, puisque ce qui est exceptionnel, c'est son caractère extrêmement modeste et très petit. Nous savons qu'on en a produit naturellement à toute époque, mais nous n'en avons que très peu, et de cette taille-là en particulier, je ne dis pas qu'il est le seul, mais il est rarissime. C'est la taille d'un téléphone portable en quelque sorte, 8 cm sur 12, on met ça dans la poche, à l'époque il n'y avait pas de poche, mais on le mettait dans sa besace, et nous savons que ça a existé, mais tenir l'objet entre les mains, c'est beaucoup plus rare. Donc c'est ça qui fait l'exception, et bien sûr ensuite, une fois qu'on a analysé le manuscrit, c'est de se rendre compte que ce manuscrit correspond au début de l'histoire franciscaine, juste après la mort de Saint François. Voilà. Oui, nous sommes au plus près en fait de Saint François avec un document qui en soi n'a pas le prestige qui pourrait expliquer qu'il pu être conservé. Là du tout, nous sommes vraiment sur presque quelque chose lié à l'utilité même du document. C'est quoi d'ailleurs cette matérialité? Vous nous dites c'est grand comme un téléphone portable. Je résume la chose, il n'est pas joli, il était abîmé. Il n'est pas joli du tout, il n'a pas de reliure, donc n'est pas protégé. Il n'a pas, je veux dire, de couverture, n'est pas protégé. Et on voit bien que le premier et le dernier feuillet, dans son état actuel du manuscrit, ces deux éléments sont dégradés. Et ce manuscrit, donc, qui n'a aucune protection, a été conservé. Nous ne savons pas trop comment, c'est surprenant, c'est paradoxal, mais il est certain que pour ceux qui l'ont transmis, il représentait un trésor en quelque sorte, on y était attaché. Nous ne savons pas comment, nous savons seulement que il a été acquis en Italie chez un libraire qu'il avait acquis d'un autre libraire, etc. Nous remontons jusqu'à la région des Marches en Italie, mais nous sommes déjà au XXe siècle. Auparavant, entre le XIIIe siècle et le XXe siècle, il y a un grand trou. Et bien justement, dans cet ouvrage, le manuscrit franciscain retrouvé, publié aux éditions du CNRS, dont vous dirigez l'ouvrage, Nicole Berrioux, avec Jacques Dallarin et Dominique Poirel, il y a tous ces éléments. Moi, j'ai adoré lire ça, et notamment cette recherche. Mais quelle a été la trajectoire du manuscrit avec les certitudes et puis les hypothèses? Et avec nous aujourd'hui également, donc, Jacques Dallarin. Bonjour. Bonjour. Il faut nous expliquer comment ce manuscrit a surgi. Comment en avez-vous entendu parler pour la première fois? Alors, l'histoire a sa préhistoire, en quelque sorte. En 2007, j'avais publié un livre pour expliquer, faire l'hypothèse que parmi les nombreuses biographies de François d'Assise, écrites à très peu de temps de sa mort, il en manquait une. C'est-à-dire que depuis 100 ans, on essayait de reconstituer le puzzle de ces biographies franciscaines avec une pièce manquante. Bon, ce livre avait été à peu près accepté, à peu près bien reçu, et puis en 2014, je reçois un email de mon ami Schoenfield de l'Université du Vermont aux États-Unis, et il me dit « Clique sur ce lien, c'est pour toi ».
ce qui était d'ailleurs d'une générosité extraordinaire de la part d'un autre chercheur. Je clique sur le lien et je vois que venait d'être mis en vente par la galerie Les Enluminures, très bon spécialiste du manuscrit, un minuscule manuscrit que Nicole Berrioux vient de décrire, avec une très bonne notice de Laura Light, une grande savante, et dans lequel elle disait « Au milieu de ce manuscrit, il y a une légende inédite de François d'Assise, c'est probablement celle dont Jacques Dallarin avait fait l'hypothèse en 2007. » Bon, évidemment, c'est des moments où on est un peu pris de court. Voilà, j'ai aussitôt regardé de quoi il s'agissait, j'ai transcrit la légende dans un premier jet, et j'ai aussitôt contacté la Bibliothèque nationale de France, en l'occurrence Isabelle Lemann de Chermont, la directrice du département des manuscrits, et je lui ai suggéré d'acheter ce livre pour éviter qu'il ne replonge dans l'obscurité d'une collection privée. La Bibliothèque nationale de France non seulement a acheté le livre, mais quelques mois plus tard, elle le mettait en ligne en très haute définition sur le site Gallica, ce qui fait que loin d'être une appropriation, c'était un document offert à l'ensemble de la planète. Oui, il faut dire, excusez-moi, il faut dire et redire, et vous avez raison, Jacques Dallarin, combien le travail de la Bibliothèque nationale et de sa bibliothèque numérique Gallica est exceptionnel. C'est-à-dire que tout le monde peut aller consulter ces documents avec une définition, ça nous permet de zoomer. C'est un plaisir. Enfin, pour les auditeurs, les auditrices, il y a le lien sur le site du cours de l'histoire pour retrouver ce manuscrit. C'est exceptionnel. Mais vous, Jacques Dallarin, vous nous disiez, il était en vente à ce moment-là, donc vous ne l'aviez pas encore. J'avais des clichés que m'avait fournis la galerie Les Enluminures, dirigée par Sandra Hillman, qui est elle-même une grande codicologue. Mais, si vous voulez, très rapidement, le manuscrit était acquis, numérisé. J'ai édité la légende en latin, traduite en français. Elle a été traduite en une dizaine de langues. Bon, voilà, ça a fait son petit effet. Et puis, ça nous a apporté, évidemment, des informations neuves sur François d'Assise. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que cette légende n'occupait que la 8e partie du manuscrit. Un manuscrit de 122 folios, ça fait 244 pages, très petit, mais avec une écriture encore plus petite, très tassée. Et nous avons donc constitué un groupe de travail, Bibliothèque nationale de France et notre laboratoire, l'Institut de recherche et d'histoire des textes du CNRS, pour étudier tout le reste. Et d'abord, observer le manuscrit, sa matérialité, mais aussi transcrire les textes. En 2017, nous avons fait une rencontre où nous avons soumis le travail de notre petit groupe de recherche à un grand nombre d'experts internationaux, et on aurait pu se contenter au fond d'éditer les actes d'un colloque. Mais c'est ce que nous n'avons pas voulu faire. Nous avons continué à travailler, et notre idée, ce que vous avez aujourd'hui entre les mains avec ce livre de CNRS Éditions, grâce à Blandine Janton, sa directrice, ce que vous avez aujourd'hui entre les mains, c'est l'étude totale d'un objet total. Alors je dis étude totale parce que nous avons convoqué toutes les disciplines, toutes les compétences capables d'éclairer cet obscur objet, non pas du désir, mais de la connaissance. Et je dis objet total parce qu'un manuscrit, c'est la trace d'un niveau de développement économique, technique, culturel. C'est un vecteur, c'est un conservateur dans la très longue durée. Donc, c'est un objet, si vous voulez, qui vaut une fouille archéologique à lui tout seul. Et voilà, c'est ce que nous avons essayé de prouver dans ce livre. Eh bien, vous réussissez. Non, mais l'enquête est, je disais, passionnante parce que, en partant de ce tout petit livre, eh bien, se construit un monde entier. D'ailleurs, Jacques Dallarin, vous êtes historien du Moyen-Âge, un directeur de recherche au CNRS et membre de l'Institut de France, l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Justement, il faut rappeler que, donc, dans ce manuscrit, il y a beaucoup de choses. Il y a donc cette vie de Saint François d'Assise inédite, ça c'est très net, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a des commentaires du Notre Père, il y a plein de choses, c'est une accumulation. Alors, il y a, par exemple, un commentaire du Notre Père tout à fait inédit et tout à fait bouleversant, déroutant, dérangeant, où la personne qui parle à la première personne, il n'y a pas d'autre mot, engueule les fidèles
qui prétendent réciter le Notre Père alors qu'ils n'obéissent en rien à Dieu. Et Dominique Poirel, qui a édité ce passage-là du manuscrit, a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un texte soit de François d'Assise lui-même, soit d'un très proche disciple de François d'Assise. Mais il y a également dans ce manuscrit toute une série de sermons que nous pensons être des inédits d'Antoine de Padoue. Et puis, il y a des textes que l'on connaissait déjà, mais qui sont mis en florilège. Donc, c'est une somme gigantesque qui, dans un premier temps, apparaît hétéroclite, incohérente. Et le gros de notre travail, après avoir identifié ces textes, qui n'étaient déjà pas rien, ça a été d'essayer de comprendre dans quel esprit un petit groupe d'hommes, il y a une douzaine de mains de scripteurs à l'œuvre, dans quel esprit un petit groupe d'hommes avait-il pu réunir un tel fatras de textes? Que voulait-il en faire? À quoi est-ce que ça allait servir? Qu'est-ce que ça reflétait de sa vision du monde, de sa foi, de ses croyances? Voilà, c'était ça, si vous voulez, la principale énigme. Une fois résolue l'étude matérielle du codex, une fois identifié son contenu textuel, ça a été de comprendre son pourquoi, son à quoi bon. Et finalement, à la fin de l'ouvrage, vous verrez que nous arrivons à deviner à peu près ce que voulait cet homme, ce que voulaient ces hommes, vers quoi ils marchaient, vers quoi ils essayaient d'entraîner le monde. Oui, justement, la fin de l'ouvrage, c'est le dénouement, c'est l'intitulé. Donc ça veut tout dire. Eh bien, ces gens, ces hommes qui ont rédigé ce texte, ce sont des frères mendiants. Les mendiants, c'est le réveil évangélique dans l'Église. Monsieur Edmond-René Labande, directeur adjoint du Centre de civilisation médiévale de Poitiers, va nous parler de ces ordres, dont l'influence sur la chrétienté au Moyen-Âge a été si déterminante. L'enrichissement du monde occidental à la fin du XIIe siècle est un fait bien connu. Je voudrais en retenir ici quelques conséquences seulement. Une vie plus facile, pour certains plus luxueuse, plus relâchée. Une cupidité grandissante à mesure que la réussite est plus accessible, moins de scrupules dans le choix des moyens de fortune. L'usure, le pillage, le dépouillement des faibles, la violence, en un mot. Et l'orgueil qui grandit. Les moines, fondés pour la plupart sur la règle bénédictine, demeuraient dans les campagnes, ces campagnes à l'épanouissement matériel desquelles ils avaient tant apporté. Autre conséquence notable aussi d'ordre matériel, le prodigieux essor des villes. Ce sont les villes qui attendent encore les prédicateurs des temps nouveaux. Dans l'émission Analyse spectrale de l'Occident en 1959, il est question de la civilisation gothique et des frères mendiants. Nicole Berrioux, il faut nous rappeler un peu le contexte dans lequel a été produit ce manuscrit. Alors, nous sommes autour de Saint François d'Assise, nous sommes au XIIIe siècle. Qui sont ces frères mendiants? Pourquoi apparaissent-ils à ce moment-là? Alors, Jacques Dallarin vient déjà de donner quelques perspectives sur, au fond, tout cet environnement en nous parlant du manuscrit. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que conformément à ce que rappelle le texte de Monsieur Labande, nous sommes dans un monde dans lequel les changements sont profonds, brutaux et posent des questions à la société. Et souvent, dans ces questions, ce qui est important, ce sont des réactions très contradictoires, très diverses les unes des autres, mais très fondamentales aussi, c'est-à-dire qu'on va prendre le contre-pied de ce qui est la tendance générale. Et bien entendu, l'un des problèmes majeurs, c'est l'enrichissement, c'est aussi le développement des espèces monétaires qui va avec cet enrichissement, donc un enrichissement visible, perceptible, sensible. Alors, il faut, en quelque sorte, mimer ce refus, et nous savons par exemple que François refuse les pièces de monnaie. Donc, il y a des aspects extrêmement tangibles comme cela. Et puis, plus profondément, il y a un questionnement, mais que sommes-nous sur Terre? Que faisons-nous? Est-ce que nous sommes vraiment dans la ligne de ce que Dieu attend de nous? Et le commentaire du Notre Père, dont parlait tout à l'heure aussi Jacques Dallarin, est tout à fait l'expression de cette réaction face aux tendances générales de la société en disant « mais vous êtes malade, vous oubliez quel est le message de Dieu ». Donc l'idée, c'est un retour au fond au message
principalement évangélique aussi. C'est ça qui est très important, c'est que le message de Dieu, qui est dans la Bible en général, intègre Ancien Testament, Nouveau Testament, que les deux parties qui sont reconnues bien sûr par l'Église chrétienne, mais il y a une focalisation sur le message de Jésus, sur l'Évangile, qui fait que ce retour à l'Évangile va mettre en avant l'humilité, la pauvreté, l'amour surtout, l'amour des autres en même temps que l'amour de Dieu, la miséricorde, etc. C'est dans ce contexte, vous voyez, que l'ordre franciscain, qui n'est pas le même que l'ordre dominicain, naît, mais je dirais que l'ordre dominicain a un peu, assez largement même, les mêmes attendus au départ lorsque Dominique commence à réunir ses frères. Oui, parce qu'il faut souligner combien François d'Assise est un choc dans cet univers-là de pensée. C'est quelque chose de très très fort et c'est vrai que j'évoquais en début d'émission Le nom de la rose d'Umberto Eco. Alors nous sommes un tout petit peu plus tard avec Le nom de la rose, mais c'est cette période-là en fait. Si l'on veut se créer un imaginaire, c'est celui du film avec ces tensions à l'intérieur même de l'Église, mais au-delà, même dans la société. Bien sûr, bien sûr. Et François joue d'ailleurs de ces tensions, dans la mesure où il cherche lui-même à provoquer, à choquer les gens. C'est pas pour rien que quand il se convertit, il se dévêt complètement et va se dissimuler sous le pan de l'habit de l'évêque. Vous voyez, il y a là aussi une mise en scène tout à fait caractéristique. Et puis évidemment, des prises de position qui posent problème. Vous voyez la bourse à la ceinture du Christ ? Elle nous rappelle que notre Seigneur ne vénérait pas la pauvreté, même alors qu'il était en croix. Une église d'indigents n'a aucun avenir. Et c'est précisément dans ce gouffre que ces damnés de franciscains veulent nous précipiter. Votre sainteté, il ne s'agit pas d'un gouffre pour les franciscains. Au contraire, il s'agit pour eux de la renaissance de l'église. À Florence, nous brûlâmes un disciple de Dolcino. Moi, frère Bernard Guy, inquisiteur dominicain, par les pouvoirs qui me sont conférés par sa sainteté le pape, je condamne le détenu, disciple zélé de la secte interdite de Fra Dolcino, fruit corrompu de l'ordre franciscain, au bûcher. C'est toi l'Antéchrist. Saint François n'était que le commencement. Pénitentia! Ah bah oui, c'est chaud, c'est sûr, dans Le nom de la rose. Alors c'est la mini-série de Giacomo Battiato, c'est pas le film, avec ces tensions toujours entre la papauté et François lui-même peut-être, mais surtout les franciscains. Jacques Dallarin, justement, en quoi ce petit manuscrit nous apprend des choses sur la vie de ces franciscains, en tout cas les plus proches, les premiers autour de Saint François ou juste après Saint François? Je reviens une seconde sur ce que disait Nicole Berrioux, qui était essentiel. On a tendance à considérer que le Moyen-Âge, c'est un grand millénaire où, en gros, il ne se passe pas grand-chose. Il y a des pouvoirs institués, d'une domination violente, et puis ça ne bouge pas pendant 1000 ans. En réalité, le XIIIe siècle, les spécialistes le savent, a des traits communs avec la période que nous vivons à l'heure actuelle. L'invention, par exemple, de la méthode scolastique, ça vaut très largement l'ordinateur et l'intelligence artificielle. Le développement de la monnaie, ce serait les bitcoins, etc. Donc, si vous voulez, c'est un siècle de changement hyper rapide, où ça se joue à la décennie près, voire parfois à l'année près. Donc il faut partir de là, avec un enrichissement général de l'Occident médiéval qui crée des réactions, et en particulier celle de François. Nicole rappelait le dénudement de François, la dénudation de François devant l'évêque d'Assise. Il faut dire que François était fils de marchand, donc il était du côté de cet enrichissement, et il choisit l'extrême opposé, une conversion à la pauvreté absolue. Mais dans le même temps, la manière dont il conçoit la vie de sa petite fraternité, qui va devenir un ordre immense, aujourd'hui encore le plus nombreux au monde comme ordre religieux, la manière dont il conçoit la vie de sa petite fraternité, c'est le mouvement des frères itinérants, des biens que personne n'approprie, qui ne font que circuler pour l'utilité, pour l'usage, un usage pauvre, sobre. Donc, si vous voulez, à la fois
c'est une réaction contre un moment où les valeurs terrestres, comme on disait à l'époque, semblent prendre beaucoup plus d'importance, mais c'est en même temps un accélérateur de la mise en mouvement du monde. Et une mise en mouvement qui est aussi une mondialisation, puisque l'ordre franciscain s'étend jusqu'aux limites du monde connu. Vous voyez, il faut vraiment avoir cette idée-là, une effervescence incroyable en l'espace de quelques années. François meurt en 1226 et canonisé en 1228. Nous pensons que notre manuscrit a été produit entre 1232 et 1239. On est donc dans la première génération. C'est un groupe d'une dizaine de frères qui est encore itinérant. La preuve, c'est que ce petit livre n'est pas un livre de bibliothèque. Nicole le disait, c'est un livre de besace et on le porte dans une poche accrochée au cou. Et c'est en même temps une sorte d'e-book dans lequel il y a tous les instruments dont on peut avoir besoin. Un évangile, le livre de Zacharie, le livre de Job, des modèles de sermons, dont un sermon prononcé à Paris que Nicole Berriot a édité avec Isabelle Lemann de Chermont, ces reportationes, c'est-à-dire des prises de notes sur le vif de sermons probablement d'Antoine de Padoue. Donc c'est un instrument de travail au service d'une communauté itinérante, effervescente, qui veut bousculer le monde, le remettre dans le droit chemin, c'est-à-dire tourner les regards vers Dieu et non pas vers les valeurs terrestres. Mais au moment même où cette perspective ascendante, transcendantale, est prônée, défendue par les ordres mendiants, il transforme le monde d'ici-bas. C'est ça, je crois, qui est essentiel. C'est cette dialectique qu'il faut comprendre. Et notre petit manuscrit en est la trace, je dirais presque vivante. Parce que, si vous voulez, pour nous autres qui travaillons sur les manuscrits, lorsque nous avons ces objets entre les mains, c'est une émotion exceptionnelle. Il ne faut pas oublier que c'est de la peau d'animal, que ce sont des substances végétales qui forment l'encre, les couleurs, que c'est du lin qui fournit la ficelle. On est avec un être vivant, si vous voulez. Cet être vivant est la trace d'une tentative de transformation du monde. C'est très important de le souligner. En plus, Jacques Dallarin, en faisant un lien entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, toujours très pertinent, nous voyons la vigueur au Moyen-Âge de la pensée, notamment les réflexions sur les inégalités. Et puis vous parlez du vivant. En plus, Saint François d'Assise avait une grande attention au vivant, à la faune, à la flore. Il parlait aux oiseaux. Il en a fait des cantiques. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Le cantique des créatures, donc de François d'Assise, Michael Lonsdal, Claire Meunier, et c'est vrai, Nicole Berriot, nous entendons, et c'est quelque chose qui a été un peu un cliché, combien Saint François d'Assise parlait aux oiseaux, il y avait toutes ces choses-là. Tous ces clichés sont là, et puis il y a à côté toute cette réflexion aussi sur le monde et la théologie. Oui, tout à fait. Je crois d'ailleurs qu'il faut insister sur ce point mis en avant par Jacques. Nous sommes très peu de temps après la mort de François d'Assise. Et la grande question qui se pose lorsqu'on a un modèle comme celui de François, c'est comment y être fidèle ? Comment respecter et comment traduire en acte tout ce qu'il a apporté lui-même ? Et donc, il faut bien voir qu'à ce moment-là, nous sommes face à un univers dans lequel les perspectives sont multiples. Il y a bien sûr ce que François a apporté principalement dans son rapport aux réalités sociales, économiques, aussi à ce monde de la nature. Et puis il y a tout un autre univers qui est en train de se développer, celui de la
culture savante, celui d'une culture de l'écrit où vraiment, alors c'est pas tellement l'écrit qui porte des traces de l'oral, mais c'est vraiment la construction par l'écrit, c'est le monde des écoles et des universités. Et au fond, cette première génération de frères va se trouver confrontée quelquefois à des choix, en tout cas à un équilibre compromis difficile entre ce qu'ils ont retenu de François et toutes ces nouvelles perspectives. Ben, il est certain que quand les franciscains critiquent l'accumulation de richesses dans l'Église, ça fait mal réagir. Alors en revanche, quand François parle aux oiseaux, on ne sait pas trop comment ont réagi les oiseaux. Hypothèse. Après le Cantique des créatures de saint François d'Assise, ça fait rire les oiseaux de la compagnie créole dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Collé serré aujourd'hui sur France Culture, le manuscrit franciscain retrouvé. Une enquête sensationnelle au sens où le manuscrit en lui-même est intéressant, mais l'enquête autour du manuscrit elle-même a une histoire, une enquête transdisciplinaire. Et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Jacques Sicre, bonjour. Bonjour. Vous êtes restaurateur de livres et chef d'atelier au service restauration du département de la conservation de la Bibliothèque nationale de France. Vous travaillez sur des chefs-d'œuvre, des manuscrits enluminés sensationnels, et puis un jour on vous amène quand même quelque chose de pas très joli. Oui. Alors c'est sensationnel, mais dans sa matérialité, à quoi ressemblait ce petit manuscrit? Eh bien, comme il a été dit précédemment, en fait, c'est un objet de petite taille. Lorsque j'ai fait sa connaissance dans le bureau de Catherine Lemaine de Chermont. Qui dirige le département des manuscrits, et qui voulait avoir mon avis sur la fabrication, l'état en fait de ce manuscrit. Bon, j'ai trouvé bizarre effectivement qu'il ne possède plus de reliure, et ce que j'avais été amené à constater, c'est que les différents éléments, en tout cas, étaient des éléments de fabrication ancienne. Alors, dans ancienneté, on va dire que c'est très difficile de citer une période. Ce que voulaient les chercheurs, c'était des dates. On peut constater qu'il y a une trace d'une couture antérieure. Avoir différentes traces de couture sur un manuscrit médiéval, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, dans la mesure où une bonne méthode pour reproduire des textes, c'était tout simplement de démonter les livres, de les confier à plusieurs copistes, et puis ensuite de les remonter. Et quand on le remontait pas forcément à l'identique, il n'y avait pas d'idée de respect de la matérialité initiale. Le livre est un média. Vous avez comparé ça à un téléphone portable. C'est un objet de fabrication complexe. Il y a une chaîne, on pourrait parler de chaîne graphique finalement pour la fabrication du livre manuscrit, c'est-à-dire qu'on part du parchemin. On parlait des petits oiseaux tout à l'heure, mais là les petites chèvres, on pâtit quand même il a fallu tuer des animaux quand même pour fabriquer le parchemin. Donc c'est une matière animale qui est produite dans des endroits où il y a forcément des marchés où il y a beaucoup d'animaux qui finissent à l'abattoir. Et ce parchemin est particulièrement fin. Il comporte un certain nombre de défauts, donc effectivement, c'est pas un grand parchemin, quelque chose qui aurait été choisi pour un personnage exceptionnel. On sent qu'il y a un besoin de simplicité. Mais malgré tout, le parchemin est fin parce qu'on est sur un petit livre, et que si on avait mis du parchemin épais, ma foi, on aurait eu quelque chose de très mal pratique.
un objet aussi épais que haut et large, un peu comme un pavé. Donc l'idée, c'était d'avoir quelque chose de transportable et de souple. L'écriture qu'on retrouve dans ce manuscrit, c'est une écriture qui démarre du petit fond, c'est-à-dire de la zone qui se situe dans les plis de parchemin. Il faut savoir que pour écrire, le parchemin doit être poncé, parce que naturellement, l'encre a tendance à perler et n'accroche pas. Donc il y a tout un travail préparatoire, c'était confié à des gens qui étaient des professionnels. Ensuite, ça passe entre les mains d'un régleur. Hein, c'est pas quelqu'un qui fait des réglages comme ici, mais c'était quelqu'un qui utilisait un petit outil à pointe sèche pour marquer les différents espacements de lignes. Et une fois que la réglure est réalisée, donc il y a une commande qui est faite au départ. On dit, ben voilà, je veux tant de lignes sur tel format. Donc il faut réunir les pots, il faut les sélectionner, il faut les préassembler, parce que le parchemin c'est très dynamique, même si on le plie, ça part un peu dans tous les sens. Donc les scribes interviennent, rédigent leur texte, donc il y a des passages de page en page, quelquefois on fait une numérotation alphabétique, puis enfin le relieur, tout à la fin, finit par faire un travail de construction mécanique, avec une couture, avec des tranches-fils, avec des plats de bois, ce qui est probablement ce qu'il a dû posséder au tout début, et un fermoir, de façon à éviter à ce que le parchemin se déforme. Parce que c'est un matériau très hygroscopique qui craint énormément l'humidité, et bon, à ces époques-là, un livre qui se transportait dans la poche, c'était un livre qui était particulièrement fragile. Bien justement, on a un document, et nous, on l'entend bien, Jacques Sicre, qui n'était pas du tout destiné à être prestigieux. Ce n'est pas le plus beau des parchemins possibles, ce sont des petites pièces. Et puis, dans l'ouvrage publié par CNRS Éditions, on voit des reproductions, il manque certains bouts. Enfin, c'est pas qu'il manque en soi, c'est que la page n'était pas complète, c'est juste un petit bout de peau. Et cette question se pose tout de suite. Jacques Dallarin, il y a des écritures sur ce document. Alors, a-t-il été écrit par un seul personnage, par plusieurs personnages ? Notre paléographe qui a rédigé le 2e chapitre de l'ouvrage, Denis Muserel, a distingué 12 mains. Denis Muserel est disparu au moment où nous corrigions les épreuves et à cause de cette épouvantable épidémie que nous subissons. Et voilà, c'était une des grandes tristesses de notre entreprise, par ailleurs tellement enthousiasmante. Ce livre lui est dédié. Donc Denis est un des plus grands paléographes qui soit. L'autre expert en la matière, Attilio Bartoli Langeli, a également rédigé un chapitre dans le livre où d'ailleurs il rend hommage constamment à l'étude de Denis. Et Denis Muserel a distingué 12 mains. Après avoir repéré une 60aine de changements d'écriture. Et puis ensuite, il faut voir si ces changements d'écriture correspondent à de vrais changements de mains et si certaines mains reviennent. Or, certaines mains reviennent. Donc, on a 12 scripteurs. Attilio Bartoli Langeli leur refuse le titre de copiste ou de scribe parce qu'il dit qu'ils ne sont pas assez professionnels pour le mériter. Donc, on les appelle des scripteurs. On a 12 scripteurs qui se relaient et qui, les uns après les autres, font grossir ce volume cahier par cahier. Il y a dû avoir un moment où le manuscrit n'était pas relié et où ces groupes de frères, circulant le plus souvent 2 par 2, allaient vers une bibliothèque monastique, arrivaient à attraper des extraits de Bernard de Clairvaux, les révélations du pseudo-méthode, ou allaient jusqu'à Assise, décrochaient la légende de François d'Assise dont nous parlions tout à l'heure, et puis ils revenaient vers leur lieu de base, était-ce un ermitage d'Ombrie peut-être, jusqu'au moment où ces cahiers ayant pris suffisamment d'épaisseur, étant bien pleins, on les a reliés, et à 2 reprises, comme le disait Jacques Sicre à l'instant. Donc voilà, il faut imaginer que c'est un livre en mouvement, c'est un livre qui ne cesse de se modifier jusqu'au moment où il atteint sa reliure définitive, et alors là où il s'abîme pour nous dans l'oubli. De la fin du XIIIe siècle à la fin du XXe siècle, il y a 700 ans, pendant lesquels nous ne savons pas ce que ce manuscrit est devenu. Donc vous voyez, on a le sentiment d'avoir à la fois un petit être très vif, très vivant pendant les premières décennies, porteur d'un message explosif,
Et puis ensuite, ce grand silence. À propos de messages explosifs, je me permets de revenir sur les extraits lus tout à l'heure par Michel Lonsdal du cantique de Frère Soleil, du cantique des créatures. Il n'a pas été lu, mais il y a le verset qui est consacré à la terre et qui dit « Loué sois-tu, notre Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous sustente et nous gouverne. » Qui a jamais eu l'idée de dire que c'est la terre qui gouverne les hommes et non pas les hommes qui gouvernent la terre? Vous voyez la modernité incroyable de ce message. Oui, vous avez raison. Or, dans notre petit manuscrit, dans la légende jusque-là inédite de Saint François, que j'ai eu la chance d'éditer, il y a 3 mots qui expliquent pourquoi François appelle toutes les créatures du terme de frères et sœurs. En effet, c'est frère soleil, sœur lune, sœur les étoiles, la terre, le vent, l'eau, etc., distribués en catégories masculines et féminines. Et là, dans cette légende inédite, il est dit, François les appelait frères et sœurs, propter unum principium, parce qu'ils ont un seul principe, ils ont un seul père, c'est une famille. Vous voyez la modernité incroyable de ce message. Et quand je vous disais que ce petit livre est un être vivant et explosif, en voilà une petite illustration. Et ce qui explique sans doute aussi, en partie, non pas le livre mais le message, le grand succès de François d'Assise. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Comme vous allez le voir ce soir, la contestation est de tous les temps. C'est en effet parce qu'il a contesté les mœurs de son époque et celles de l'Église que l'homme dont nous allons évoquer l'histoire ce soir est devenu un saint et même le plus humain des saints, comme disent ses biographes. C'est en effet la vie et l'œuvre de François d'Assise que nous allons évoquer ce soir. François d'Assise, dont la contestation, toute de pureté, de charité, d'humilité, a su rassembler autour de lui au XIIIe siècle des milliers, voire même des dizaines de milliers de compagnons, à telle enseigne que l'on a pu écrire à l'époque que le monde entier s'était fait franciscain. Les dossiers de l'écran, 1972 s'intéressait à Saint François d'Assise. Nicole Berrioux, bien dans ce mouvement assez foisonnant de pensée du XIIIe siècle, nous avons les franciscains. J'utilise le mot de révolutionnaire, il s'est passé quelque chose. Mais pour ce manuscrit étudié par la Bibliothèque nationale de France, le CNRS, dont nous parlons aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, il y a 12 auteurs. Comment ça se construit? C'est-à-dire que c'est un manuscrit original, ce sont des textes des auteurs premiers. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là, en fait? Alors là, nous sommes totalement dans l'enquête policière. Il a fallu tout comprendre ou essayer de comprendre, et notre enquête reste ouverte. Ce que nous pensons, c'est que le travail s'est produit par cahier. Donc ça, il faut bien noter que l'unité de base, c'est le cahier. Que ce cahier n'appartient pas à une seule personne, mais peut être promené ici ou là du fait de l'itinérance, passé de main en main, s'enrichir au fur et à mesure, d'où la multiplicité des mains, quelquefois sur le même cahier, une main qui intervient sur plusieurs cahiers différents, et donc déjà ceci est très complexe. À quoi s'ajoute le fait qu'il y a 2 sources d'informations. Il y a bien sûr les livres déjà existants, où on va en faire des anthologies, on va garder des morceaux, on va retenir ce qui est intéressant au moment où on prend les notes. Et puis il y a l'oralité, il y a ce qui se dit dans la société et qui est pris en note par les frères qui se promènent, et pas seulement en Italie. Jacques Dallarin évoquait Assise tout à l'heure, les bibliothèques monastiques, etc. Mais ils vont jusqu'en France. Et nous sommes certains qu'ils viennent à Paris, c'est-à-dire ce qui est à ce moment-là le cœur de l'enseignement de très haut niveau, puisque c'est la seule faculté de théologie de ce moment-là. Et ils viennent certainement suivre un enseignement à Paris. Et nous avons dans le manuscrit, vers le milieu du manuscrit, nous avons à la fois des notes qui, d'après ce que nous avons compris, ont été prises dans un cours fait par un jeune franciscain qui, lui, avait opté justement pour cette vie savante, Jean de la Rochelle, et ce n'est pas son livre, c'est comme font les professeurs aujourd'hui, ils préparent le livre en faisant des cours. Et donc, on voit bien par l'écart entre le livre que nous avons et le petit bout de texte que nous avons, que il s'agit là du cours de Jean de la Rochelle. Et nous avons également un certain
sermon noté à Paris, dans lequel, petite perle parmi les autres, il y a même un proverbe qui est conservé en français. Oui, ça c'est intéressant aussi, Oui, de retrouver comme ça, mais c'est le travail vraiment extrêmement fin qui a été fait sur le manuscrit, de travailler, décortiquer le détail, le petit proverbe par exemple, pour essayer de comprendre en fait des itinéraires et des transferts culturels. C'est ça. Et je voudrais dire que ce petit proverbe est encore dans l'ambiance franciscaine, même si l'auteur du sermon n'est probablement pas franciscain, c'est un séculier, puisqu'il dit « Un chien dans une cuisine ne souhaite pas avoir de compagnon ». Voilà, au moins, on va remettre au goût du jour ce proverbe, tout comme ce manuscrit qui nous vient du XIIIe siècle avec un destin mystérieux, il ressurgit là très récemment, nous permet de comprendre ce monde du passé, ses échos au présent, et puis il y a toujours, et ça c'est passionnant, la matérialité du livre. Située en plein centre de Paris, dans le quartier des Affaires, à 2 pas de la Bourse, mais aussi des calmes jardins du Palais Royal, la Bibliothèque nationale, symbole de la vie intellectuelle du pays et de sa permanence au cours des âges, occupe un quadrilatère de 16 500 mètres carrés, bordé par les rues Richelieu, Colbert, Vivienne et des Petits Champs. Nous vous avons présenté la semaine passée certains des services de la Bibliothèque nationale. En voici aujourd'hui un essentiel, celui de la restauration des ouvrages. Il est installé dans le sous-sol de la galerie Mansart et groupe une 50aine de restaurateurs, assurant exclusivement la restauration des documents de la Bibliothèque nationale et des bibliothèques publiques. Il peut assurer la restauration des feuillets et des reliures, ainsi que les désinfections courantes. Les ouvrages restaurés avec soin par des spécialistes de grande compétence sont complètement remis à neuf suivant les techniques de l'époque. On refait avec soin les reliures, on tranche, on encolle et l'on dore à leur fin. Voilà, la Bibliothèque nationale présentée en 1970 à la télévision et notamment la restauration des ouvrages. Jacques Sicre, c'est votre boulot au même endroit, mais aujourd'hui, justement, en quoi le restaurateur, par le regard que vous avez particulier sur ces manuscrits, peut apporter aux chercheurs, aux chercheuses qui essaient de comprendre ce document? L'accessibilité. Essentiellement. C'est-à-dire que dans le cas qui nous intéresse, l'idée c'était de rendre ce manuscrit manipulable. Or, il y avait un certain nombre de feuillets qui étaient en très mauvais état, notamment le dernier, et un feuillet libre, c'est-à-dire mobile. Or, tout ce qui est mobile, en général, c'est pas bien dans un livre. Donc l'idée, c'était vraiment, j'étais le premier intervenant, de façon à ce que l'ensemble des équipes de chercheurs puissent manipuler le document. Donc le travail a consisté à intervenir de façon visible. On n'est pas du tout dans le travail de maquillage ou de travail à l'ancienne, mais en utilisant des matériaux identiques aux matériaux d'origine. C'est-à-dire que quand on fixe du parchemin, on va utiliser du parchemin. Il y a des techniques de traitement, de collage. L'idée, c'est que ce soit toujours réversible. Voilà. Oui, ça c'est essentiel, c'est-à-dire que l'intervention sur ces documents anciens permet évidemment de savoir ce qui est original et ce qui a été restauré. Et puis, il y a la numérisation. Nous disions, le document est disponible sur Gallica. Non, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'important, Jacques Sicre, cette diffusion du document de manière numérique. Oui, c'est ce qu'on appelle les traitements combinés, c'est-à-dire que souvent un ouvrage arrive avec une reliure. La reliure, c'est pas un objet forcément flexible, c'est un objet de conservation. Les reliures qui sont succédées nous ont donné finalement les bibliothèques actuelles. Sans eux, pas de livres. Ils faisaient de la conservation sans le savoir. Et l'intérêt de notre travail de restaurateur, c'est de pouvoir, lors de nos interventions, améliorer la flexibilité de façon à permettre une numérisation. Ensuite, on intervient, on referme le livre, et si un jour il y a besoin d'une autre numérisation, il faudra attendre un petit peu. Mais voilà, oui. Mais c'est vrai que ce travail de toutes les équipes autour de ce manuscrit est quelque chose de passionnant, avec, nous l'avons dit, énormément de textes, et alors des copies de textes anciens, des citations, il y a du Sénèque qui apparaît, et puis il y a ces commentaires, et au cœur de tout cela, c'est vrai qu'il y a un élément extrêmement intéressant, c'est une vie de François d'Assise. Ah là là, les vies de François d'Assise, beaucoup de questions depuis longtemps.
Nous avons la chance, à propos de Saint François, d'avoir une masse de documents originaux, c'est-à-dire provenant vraiment de l'époque où il a vécu ou de l'époque immédiatement postérieure. C'est une chance que nous avons parce que pendant des siècles, les franciscains n'ont connu Saint François qu'à travers un tout petit nombre de textes. Disons, la seconde règle, le testament que Saint François avait écrit et la vie que Saint Bonaventure avait écrit. Il y avait d'autres textes. Et en réalité, il y a beaucoup d'autres textes, en particulier, le plus grand biographe de Saint François, c'est Thomas Celano, qui écrit dans les 2 années qui suivent sa mort, en ayant donc consulté et rencontré tous les témoins vivants. Puis, ce que Thomas Celano avait écrit n'avait pas satisfait tout le monde, on a dit, mais vous avez oublié des choses, et on a donc demandé à tous les frères d'envoyer tout ce qu'ils sauraient. Et Thomas Celano a repris et réécrit une deuxième vie de Saint François. En 1976, dans Le Jour du Seigneur, le père Desbonnets évoquait les textes autour de François d'Assise, Jacques d'Alarin. Alors, il y a la première vie, il y a la deuxième vie, mais là, il y en a une troisième par le même auteur. Et c'est l'auteur qui est vraiment au cœur aussi de ce manuscrit retrouvé. Oui, c'est une grande émotion d'entendre Théophile Desbonnets, qui a été un des plus grands explorateurs, découvreurs de cette question franciscaine autour des biographies de François. Alors, comme le disait Théophile Desbonnets, on connaît la plus ancienne des vies de François d'Assise, écrite par Thomas de Celano en 1228-1229. On l'a longtemps appelée la Vita Prima. On connaissait la vie écrite en 1246-47, qu'on appelait la Vita Secunda, par le même Thomas de Celano, pour compléter son information. Eh bien, la vie qui est contenue dans notre petit manuscrit aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, c'est la vie 1,5. C'est-à-dire, elle est entre la première et la seconde. C'est une abréviation de la première vie qui avait certainement pour intention d'offrir aux frères des lectures pour l'office liturgique dédié à Saint François depuis lors canonisé, et qui avait aussi pour utilité, on le voit dans ce manuscrit, d'être beaucoup plus transportable. Or, c'était un réservoir extraordinaire de ce qu'on appelait au Moyen-Âge des exempla, c'est-à-dire des exemples édifiants permettant dans la prédication, au milieu d'un raisonnement, d'une construction, d'une exhortation, de mettre tout à coup un exemple vivant, un exemple qui fasse choc, un exemple qui réveille l'auditoire. Évidemment, dans la vie de François, de tels épisodes ne manquaient pas. Donc voilà, c'est la vie 1,5. Ça veut dire qu'elle a été écrite, à mon avis, à moins de 10 ans de la mort de François. À un moment où les souvenirs sont très frais, mais où un certain travail de décantation s'est produit. Et par exemple, ce même Thomas de Celano qui avait rédigé la première vie, où il racontait tout ce à quoi vous faisiez allusion, le rapport de François avec les oiseaux, avec la création. Dans cette vie 1,5, celle du manuscrit franciscain retrouvé, il insiste sur ces épisodes. Il comprend tout à coup que c'était beaucoup plus profond comme message théologique que ce qu'il avait cru dans un premier temps, où il y voyait plutôt du pittoresque. Donc c'est pour ça que cette petite vie de notre petit manuscrit a, à mon sens, tellement d'importance, c'est qu'elle est à la limite d'une mémoire encore tout à fait vive et d'un travail de décantation qui va vers l'essentiel. Oui, c'est quelque chose où ce mot revient sans cesse de vivant, et nous avons ici avec cette vie de saint, Nicole Berrioux, ce qui peut aujourd'hui nous paraître assez lointain, un texte important, une vie de saint, c'est très important au sens où c'est très contrôlé. On ne rédige pas des vies de saints comme ça, et la papauté regarde avec grande attention ces vies de saints. Très souvent, d'ailleurs, à cette époque, au XIIIe siècle, on se met à écrire des vies de personnes récentes qui viennent de mourir et dont on veut faire reconnaître la sainteté par le pape. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle le pape, à son tour, va être très attentif. Le cas de François est un peu particulier parce que, au fond, il est canonisé très vite. Il n'y a même pas de procès de canonisation. Il est tellement reconnu comme saint par tout le monde, y compris le pape de l'époque, Grégoire IX, qui était un de ses grands amis, qu'il est
canonisés sans même vérifier les vies. On les connaît, les vies. Mais là, on connaît la vie. Mais les vies qui sont faites ensuite sont sous le contrôle de ceux qui ont connu François et qui donc, bien sûr, vont, dans certains cas, critiquer, dans d'autres cas, en rajouter, etc. Et ça permet aussi de comprendre que le pauvre Thomas de Celano a été sollicité de réécrire à plusieurs reprises une vie de François. À la fin, il en était un peu saturé. C'est ça. Voilà, ça a été son sujet d'étude. Voilà. Mais nous ne sommes pas lassés de parler de ces enquêtes sur ces manuscrits médiévaux. Merci beaucoup, Nicole Berrioux. Merci beaucoup, Jacques Dallarin et Jacques Sicre, de nous avoir parlé de ce manuscrit franciscain retrouvé, publié au CNRS Éditions. C'est assez passionnant et en plus, nous n'avons pas eu le temps d'en parler, mais il y a des escrocs qui apparaissent dans l'histoire, qui ont dit manuscrit volé, mais non, c'est fou, c'est merveilleux parce que c'est ce qui nous plaît en fait, c'est le savoir approfondir sur ces documents. Merci vivement à vous trois, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudes, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Maïwen Guizou, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture. L'esprit d'ouverture.